Voilà près d'un an que nous vivons en Antarctique, perdus, presque oubliés sur les bords du grand continent, avec pour seul compagnon la solitude, le froid et l'immensité. J'ai du mal à faire le récit de ce séjour. Comment trouver les termes pour raconter une expérience qui se situe hors du temps, au-delà des mots? Comment exprimer tout ce qui a changé en moi depuis que je côtoie jour après jour le manchot empereur, seul habitant de l'hiver polaire? Comment noircir de phrases la blanche pureté du continent blanc? Comment réussir à décrire tout ce que j'ai vu? Après 6 jours de mer, nous survolons la Terre Adélie et découvrons l'archipel de Pointe Géologie où nous allons vivre pendant 1 an. Notre demeure va être la base française du mont d'Urville, à quelques encablures du pôle sud magnétique. Nous partagerons le quotidien d'une trentaine de scientifiques qui hivernent ici chaque année. La course commence contre l'hiver. Les premiers grands froids vont bientôt refermer sur nous les portes de la banquise. L'urgence est de stocker les provisions nécessaires à 9 mois d'autonomie que le bateau ravitailleur nous a acheminés. Le moindre oubli serait impardonnable, car l'isolement sera total. En découvrant la base, il me semble enfin recevoir la récompense de ces 2 années fébriles consacrées à préparer ce projet un peu fou. Lui, c'est Laurent. C'est sa première visite dans les hautes latitudes. Moi, c'est Jérôme. Je retrouve avec émotion l'atmosphère des terres australes où j'ai déjà séjourné. Nous venons filmer la lutte incroyable du manchot empereur contre l'hiver antarctique. C'est bien pour vivre avec cet oiseau extraordinaire que nous avons traversé 2 hémisphères pour passer une année entière à ses côtés. Le 27 février, l'astrolabe s'en va, juste avant que la glace ne se referme. Son étrave semble trancher le dernier fil qui nous reliait au monde extérieur. Il ne reviendra pas avant 9 mois. Le temps pose sur l'océan le couvercle de l'hiver. Nous sommes désormais seuls, face à nous-mêmes. Fin mars, déjà 3 semaines que nous l'attendons. Mais l'empereur se fait désirer. L'axe, on arrive à éviter Bernard. De l'autre côté de Bernard. Ouais, peut-être on verra, on voit pas grand-chose. On va aller voir ça. Quand va-t-il venir? Quel chemin va-t-il choisir? La seule chose dont nous soyons sûrs, c'est que l'empereur gagne son domaine tous les ans à la fin du mois de mars. Et nous devons à tout prix être là au bon moment. Nous tenons absolument à tourner les images de son arrivée.
Ce matin du 2 avril, nous nous éloignons de la base pour aller vérifier ce que nous pressentons. Mais n'osons pas encore croire. Ils sont là. Ils sont arrivés. Nous nous précipitons à la rencontre de la colonne. Nous nous souvenons même, Laurent et moi, d'avoir couru ce jour-là, comme des adolescents vers leur premier rendez-vous. C'est magnifique, à couper le souffle. Submergé par l'émotion, il nous faut pourtant travailler vite et efficacement. Je suis si ému que mes mains tremblent, et j'en suis réduit à lâcher le pied de la caméra pour conserver une image fixe. Nous sommes impressionnés par leur détermination, et il leur en faut pour mesurer l'immensité du continent, au seul étalon de leur minuscule foulée. Ils sont si près de nous. On les pensait comiques. Ils sont impériaux. Nous percevons pour la première fois ces sons qui vont devenir notre musique quotidienne. Parfois, certains plongent de l'avant et tobogganent de quelques mètres en glissant sur le ventre, s'aidant de leurs trop courtes ailes. Oh, il faut aller prendre des images de là-haut. Depuis des millénaires, à la même époque, les manchots quittent les eaux libres quand l'hiver arrive et parcourent plus de 100 km depuis l'océan pour rejoindre ces lieux et s'accoupler à côté des îlots de l'archipel. Une marche forcée tout entière tendue vers un but unique, assurer la pérennité de l'espèce. Ils trouvent dans cet endroit précis une glace de mer solide et une relative protection contre les tempêtes. Des havres de ce genre sont rarissimes. Il n'en existe qu'une quarantaine autour du continent antarctique. Quelle journée incroyable! Sur la base, le silence auquel nous nous étions habitués a cédé la place aux chants qui montent de la colonie. À partir d'aujourd'hui, plus rien ne sera comme avant, puisque ce sont les manchots qui vont mener la danse et imposer leur rythme. Nos jours et nos nuits s'organiseront en fonction d'eux. Désormais, le rendez-vous quotidien avec les manchots va devenir un rituel. Chaque matin, nous nous préparons à leur rendre visite. C'est lui qui l'a réparé? Ouais. Des gestes qui étaient maladroits il y a encore quelques semaines se font mécaniques. L'aventure, c'est quand les choses extraordinaires commencent à devenir routine.
Les habitudes s'installent, comme celle de revêtir à l'aube nos 6 couches de vêtements. Opération qui dure une demi-heure. Oui Patrick, avec Laurent on va sur la Manchotière. Avec Laurent on va sur la Manchotière, voilà. L'as-tu reçu? Oui, je t'ai reçu, tu vas avec Laurent sur la Manchotière. Pour la première fois aujourd'hui, nous allons travailler tout près de la colonie. Il s'agit d'un simple kilomètre. À cette distance, l'odeur des manchots est prenante. Ce matin, il fait moins 20 degrés. La peau des doigts commence à coller au métal. T'as de la condensation, attends 2 secondes. Incroyable. Les manchots viennent à nous et nous entourent. Il y a donc encore des êtres sur cette terre qui n'ont pas peur des hommes. Leur innocence nous enchante. Il y a là 7000 manchots qui chantent tous ensemble. C'est la mi-avril, le moment de l'année où les couples s'assemblent. Nous sommes émerveillés par le paradoxe de ces journées. Bien que le temps les presse, les manchots consacrent près de 2 semaines à ces parades. Comme si les choses de l'amour ne s'accommodaient pas de la précipitation. Nous savons qu'en chantant, le manchot renseigne ses partenaires éventuels sur son sexe et sa détermination à s'accoupler. Le mâle s'annonce par des cris assez détachés. Quand une femelle a été séduite par sa partition, elle traverse le groupe en s'identifiant par un chant plus saccadé et part à la recherche de son prétendant. Ainsi chante le mâle. Ainsi lui répond sa femelle. Alors, la banquise nous offre un spectacle inouï. 2 êtres ivres l'un de l'autre, jouant le ballet de la grâce et de la tendresse, perpétuant ainsi le miracle de la vie dans l'aridité glacée de l'Antarctique.
Après ces gestes de tendresse, leur accouplement acrobatique ferait presque sourire. Les chasses de nuages qui courent à l'horizon annoncent que le temps change et nous rappellent qu'en Antarctique, il est impossible de prévoir ce qu'il va advenir. Le pire peut arriver à tout instant. Le pire, ce sont les vents catabatiques. Ils déferlent du pôle sud en véritable avalanche, glissent sur les pentes de glace en se chargeant de neige et atteignent parfois plus de 200 km/h. Nous sommes cloués pour quelques jours à la base. Nos pensées ne quittent pas la Manchotière. Quand nous sommes enfermés, le temps passe beaucoup plus lentement. Pendant que je trie les centaines de mètres d'enregistrements sonores, tentant de déchiffrer l'apparente cohue, Laurent, lui, s'adresse au sien et tente de mettre des mots sur la splendeur de l'Antarctique. Nous n'oublions pas, écrit-il, que c'est grâce à l'empereur qui nous est donné d'évoluer dans le royaume de glace, d'en découvrir les visages, les labyrinthes, les jardins cachés. Et devant cette architecture dessinée par l'hiver, devant cette beauté qui ne s'habille que de lignes pures et simples, devant les noces naturellement célébrées entre le cristal et la lumière, entre le froid et l'eau, entre l'ombre et la blancheur, nous comprenons le poète quand il dit « Il y a plus de merveilles en ce monde que n'en peuvent contenir tous nos rêves. » L'empereur nous a offert le cadeau unique de nous affranchir pendant une année de la folie du monde, de sa rumeur, de sa fureur, pour trouver refuge sur un continent de paix et de pureté. Le 5 mai, nous essuyons une nouvelle tempête. 130 km/h de vent, une température de moins 30 degrés. Nous avons grand mal à tourner nos images. Chaque geste nous coûte. Que dire alors de ce qu'endurent les manchots? Quelques œufs déjà pondus ont roulé sur la banquise. Ils ont gelé presque instantanément. Ainsi, symbole de l'âpreté de l'existence du manchot, le premier œuf qui nous sera donné de voir est un œuf déjà mort. Malmenés par la tourmente, nous nous replions en songeant aux ravages que provoquent les ouragans dans la Manchotière. Les manchots, eux, n'ont pas le choix. Ils doivent pondre leurs œufs au milieu de l'hiver pour bénéficier des 9 mois de l'année où la glace reste stable. L'espérance de vie de l'empereur, qui atteint 40 ans, compense l'effroyable difficulté de la reproduction.
Le calme revenu, nous découvrons un triste spectacle. Au cours de la saison, un quart des œufs pondus n'arriveront même pas à l'éclosion. Le soleil revient avec les bonnes nouvelles. Dans l'œil de la caméra, Laurent cadre l'image de l'espoir. Un œuf confortablement niché dans un repli de peau à nu, la poche incubatrice du manchot. « 15 jours se sont écoulés depuis l'accouplement. Nous assistons à présent à un moment crucial. La femelle va passer l'œuf à son mâle. Opération hautement périlleuse. Il faut que le précieux fardeau passe d'une poche à l'autre, en restant le moins de temps possible au contact de la glace qui peut le geler en quelques secondes. Cette année encore, son adresse sauve l'œuf. À peine a-t-elle confié l'œuf au mâle que la femelle, épuisée par la ponte, s'en va vers l'océan pour se ravitailler. 100 km de marche en perspective. Une fois parvenue à l'eau libre, elle va nager sur des milliers de kilomètres pour pêcher et accumuler des réserves. Comme pour rendre un dernier hommage aux femelles qui quittent la colonie, nous les escortons sur les premiers kilomètres. Elles trouvent sans hésiter le chemin vers le nord-est. Elles choisissent le cap le plus court vers les eaux libres et tentent de gagner leur course contre le temps. Cette séparation nous ramène à notre propre condition. Voilà 4 mois que nous aussi avons quitté nos proches et avons choisi de nous offrir à la solitude antarctique. Très vite, Laurent et moi, nous nous égarons émerveillés dans le chaos de glace. Pister les femelles nous conduit au détour d'un iceberg, dans l'un des lieux les plus fascinants qui nous ait été donné de contempler au cours de notre séjour. Une cathédrale de glace dont les tours, les piliers et les nefs hérissent le temps d'un hiver la surface plane de la banquise.
croisons un groupe de femelles surgi de nulle part. Et nous les remercions de nous avoir conduits dans ce labyrinthe de diamants. L'Antarctique est un continent qui invite ses hôtes à s'émerveiller du détail. La géométrie parfaite d'un cristal, la découpe d'une crête, les veines et les marbrures d'une bulle de glace, les angles et les formes dessinées par la force du gel nous ravissent autant que les grands horizons. L'hiver austral avance. Nous sommes à la fin du mois de mai. Les mâles entrent dans la période la plus difficile de l'année. Pour eux, la longue attente ne fait que commencer. Ils ne sont qu'au début de la traversée du tunnel hivernal. Colonne de bagnards prisonniers du froid, entravés par le plus précieux des boulets. Ils se déplacent à quelques centaines de mètres de l'ancien emplacement souillé de déjection. Curieux de découvrir les arabesques que dessinent leurs itinéraires sur la glace, nous fixons une caméra sur un ballon sonde. Même au pays des manchots, l'hélium nous donne une voix de canard. Et puis on a de quoi jouer à un moment, on a 1500 litres. Après cette veille, c'est hyper froid. C'est hyper froid. Là j'en ai pris une assez douce. Et c'est pas vraiment... Putain. C'est vrai que c'est pas évident. Mi-juin. Inlassablement, le travail se poursuit. Le comportement des manchots a changé. L'ennemi unique est le froid hivernal contre lequel il faut se liguer et faire corps. La manchotière n'est plus une troupe constituée d'individus. Elle est devenue un organisme. Les mâles organisent la résistance et opposent aux températures extrêmes le rempart de leur corps regroupé. Ils se serrent, se blottissent les uns contre les autres. La masse de leur corps imbriqué ressemble à la tortue des légions de César. La survie est à ce prix. La vie se résume à un mot unique. Tenir.
nous les observons former ce bloc compact qui retient la chaleur en son centre. Au milieu de cette couveuse naturelle, la température monte jusqu'à 15 degrés. Nous sommes fascinés par la résistance des manchots à ces conditions extrêmes. Nous-mêmes frigorifiés, ne pouvons pas rester dehors plus de 3 heures. Les empereurs semblent redouter un danger invisible. Quelle menace pourrait planer dans ce silence de sépulcre? Tu l'as senti sous tes pieds? Soudain, nous comprenons. C'est l'époque des grandes marées. L'océan fait le gros dos sous la banquise. Et ses mouvements soulèvent la glace en lui arrachant ses plaintes. Les empereurs, très longtemps à l'avance, avaient perçu l'onde de choc. Plus c'est froid, plus c'est dur à prendre. Donc essaye de faire ça par -20. Faut mettre le feu aux allumettes, faire un petit paquet d'allumettes. Et c'est le paquet d'allumettes qui met le feu à la capsule. Chaque jour, c'est le même rituel. La confection du déjeuner. Avec le froid, les gestes les plus simples sont des épreuves. Se nourrir devient une corvée. Mais comment nous plaindrions-nous de cette nourriture que nous n'arrivons jamais à faire réchauffer, alors que derrière nous, à 50 mètres, les mâles en sont à leur 3e mois de jeûne. Ça pique. Oh, il y a du piment là-dedans. C'est pour réchauffer. Les jours, de plus en plus courts, nous forcent à quitter chaque soir la colonie un peu plus tôt. Nous traînons les poulkas à contre-cœur en nous attardant dans ce paysage métamorphosé par la nuit polaire. Fin juin, les jours les plus courts de l'année. Le soleil, comme le balancier d'une pendule, glisse à l'horizon, les fleurs, sans jamais en décoller. Ici, le solstice d'hiver se fait autour d'un grand brasier allumé sur la glace. Nous célébrons avec nos amis de la base du Mont d'Urville la Midwinter. Cette Saint-Jean à l'envers est l'occasion d'oublier dans la joie les rigueurs des latitudes australes. Les jours sont très brefs. L'impression d'isolement croît, alors même que le soleil semble nous abandonner. Le vent, le froid, le silence. Le moral lui aussi rentre dans la nuit de l'hiver. Il ne nous reste que 2h30 de lumière par jour pour voler quelques images dans une clarté furtive. Dans le froid extrême, perdus dans la nuit, endurant le jeûne depuis plus de 3 mois, cloués par le devoir, leur sort suspendu au succès du retour de leurs femelles. Les mâles attendent, veillent, résistent. L'œuf qu'ils couvent ne leur laisse aucun répit.
Ce jour, nous l'attendions comme on attend toute naissance, comme une délivrance. À la mi-juillet, c'est l'éclosion. Il ne reste plus qu'à espérer que les femelles reviennent vite nourrir leurs poussins. Cependant, si elles prennent quelques retards, le mâle, malgré 4 mois de jeûne, accomplit le prodige de régurgiter un peu de nourriture à son poussin. Mais si les femelles tardent trop, il choisira d'abandonner son petit pour partir vers la mer se ravitailler. Cette année encore, les femelles saluées par un assourdissant concert sont au rendez-vous, l'estomac lesté de plusieurs kilos de poissons. Cette fois, c'est le mâle qui lègue le poussin à la femelle. Il faut qu'il trouve l'énergie de s'arracher à son petit pour s'occuper de sa propre survie. C'est à la femelle que revient à présent la charge de nourrir le poussin et de lui apprendre par le chant les codes de reconnaissance. Les mâles délivrés s'en vont droit vers la mer, droit vers la vie. Ils ont perdu la moitié de leur poids dans la lutte contre le froid. Ils ne pèsent plus que 20 kilos. Il leur faut jeter maintenant leur dernière force pour triompher de 100 km de banquise. Je songe ce jour-là que le déchirement du départ des mâles s'accomplit justement au moment où le soleil entame son retour et redonne à la glace ses habits de lumière. Paradoxe de l'Antarctique, splendeur et tristesse se côtoient toujours. Six mois aujourd'hui que nous sommes en terre Adélie. 6 mois pour nous habituer au hurlement du vent, suivi du vertigineux silence de l'accalmie. 6 mois pour comprendre et partager la pulsation qui rythme la vie au sein de la colonie d'empereurs. On attend toujours la neige. Nous nous sentons ici chez nous. Et en bon propriétaire des lieux, discutant de la neige et du beau temps, nous déplorons la sécheresse. Normalement, il y a 8 à 10 jours en moyenne de neige par mois. Enfin, de jours de neige, c'est-à-dire ça peut être 1 mm de neige comme 3 cm. Mais le gros jour de neige... Depuis le début du mois de mai, il n'est pas tombé un flocon. L'Antarctique est un vrai désert qui reçoit peu de précipitations. Genre 2 mm, 3 mm. Et puis c'est chassé par le vent. Total, entièrement chassé 48 heures après. Clin d'œil ou ironie du ciel, à peine nous sommes-nous plaints de la faiblesse des chutes de neige qu'une tempête s'abat sur l'archipel. Pour les poussins, cette tempête est l'épreuve du feu. Dès les premiers instants de vie, ces êtres chétifs sont soumis à des conditions impitoyables.
2 septembre. Nous nous engageons ce jour-là dans des conditions de tournage dangereuses. Ce vent katabatique de 150 km/h abaisse la température à moins 60 degrés. Il peut nous geler les poumons et les doigts en quelques instants. Nous nous protégeons comme nous pouvons. Pour nous, la retraite s'impose. Nous avons trop tardé. Le white-out, le brouillard total et soudain de l'Antarctique nous avale. L'horizon n'existe plus, pas plus que le sol, ni le ciel, ni même ce qui se trouve au-delà de notre bras tendu. Nous sommes perdus. Le petit kilomètre qui nous sépare encore de notre base nous coûte 6 heures de cauchemar dans l'enfer blanc. Il faudra l'intervention d'une équipe de secours envoyée de la base et toute la technique des GPS pour nous arracher aux griffes de la mort blanche. Étrange impression que d'être passé si près du dernier instant. Le verdict du médecin tombe. Pour moi, gelure grave au visage et aux doigts de la main droite. Laurent, lui, n'a que des gelures superficielles, mais une chute lui a sérieusement abîmé le genou. Conséquence de la mésaventure, 1 mois d'arrêt. Nous voilà enfermés. Nous devons nous soigner. Pendant ces heures perdues, le ressac de nos pensées s'échoue à chaque instant sur les rives de la Manchotière. Pour apaiser le sentiment de frustration, Laurent tourne en rond comme un lion en cage. Un moyen comme un autre de mener à bien sa rééducation. Quand vient le jour de la sortie, nous volons sur la glace comme des gosses qui retrouvent leur terrain de jeu. Trois semaines de tempête ont fait beaucoup de dégâts dans la troupe. Nos retrouvailles au début prennent l'allure d'un deuil. Les petits ont de moins. Ils passent la plupart de leur temps en groupe, comme s'ils étaient élevés dans des crèches. Ils sont déjà émancipés et déambulent en guettant le retour de leurs parents, qui font désormais de fréquents allers-retours vers l'océan pour apporter de la nourriture. Certains, probablement orphelins, mendient de la nourriture aux autres mères. Le pétrel géant surgit du large avec le retour des beaux jours et s'installe aux abords de la colonie. Le pétrel est un charognard, mais les nombreux cadavres jonchant la banquise sont gelés. Pour se nourrir, il va donc prélever chaque jour sa part de poussins vivants.
Fin octobre. Les ruissellements sur de fragiles stalactites annoncent le retour du printemps. La banquise craque et s'ouvre à quelques encablures de la manchotière. Dans ces voies d'eau libre, le phoque de Weddell, ambassadeur des jours meilleurs, vient nous offrir l'occasion de pénétrer par l'image dans le monde sous-marin. Nous découvrons l'empereur dans son élément. Ce fabuleux nageur peut descendre pour pêcher à plus de 500 mètres de profondeur et rester 20 minutes en plongée. Pour nous qui ne l'avions vu que se dandiner sur la banquise, la fierté grande de le voir évoluer si agilement dans un monde où nous ne pourrons jamais le suivre. Début décembre. Retour de l'astrolabe. Nous avons presque du mal à nous retenir de crier. Déjà. Nous sommes déchirés. Entre l'envie de retrouver les nôtres, notre monde, et celle de rester ici, où nous avons déposé une grande part de nous-mêmes. Finalement, ce sont les manchots eux-mêmes qui nous montrent la voie, en donnant le signal du départ. Il en va ainsi depuis 9 mois. Ce sont toujours eux qui nous ont dicté ce que nous devions faire. C'est le dernier acte de l'épopée de l'empereur. Et nous ne voulons pas le manquer car c'est le plus beau. Les jeunes manchots vont enfin pouvoir faire ce pourquoi ils sont venus au monde. Ce qu'on finit toujours par faire quand on vient au monde. Se jeter à l'eau. Ils vont partir vivre en mer plus de 4 ans avant de revenir à la colonie, sur les lieux de leur naissance. En larguant les amarres, nous coupons le lien qui nous unit à la terre Adélie et à l'archipel des empereurs. Cette terre de glace qui s'éloigne, nous ne la reverrons certainement jamais. Malgré les 13 mois que nous avons passés sur la banquise, il nous semble n'avoir fait qu'effleurer l'Antarctique. Le bateau nous ramène vers le monde bruyant, où le temps se mesure autrement que par la course du soleil. Jamais la vie ne nous a paru valoir un tel prix, que depuis que nous avons mesuré grâce au manchot, combien elle était fragile, ténue, miraculeuse. Nous ne savons pas encore combien il sera dur de rentrer, et de redevenir citoyen parmi les hommes, après tout ce temps où nous avons vécu, en sujet de l'empereur.